Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi, semaine qui passait très vite, puisqu'on c'est l'été comme ça. Toujours plein de trucs à faire, on est le 11 juillet 2014, je vous souhaite la bienvenue sur videobourse.fr et on va prendre ce live qui va être court, on va le faire durer un peu plus que 17h30. Je suis vendeur de Dow Jones pour pas changer, j'ai vendu à l'ouverture tout à l'heure. Donc là légèrement positif, 15 points de profit sur la journée, bon c'est toujours ça de prix. Je laisse courir, on verra ce qu'il en est. Sinon j'ai mes deux positions swing trading qui sont toujours ouvertes. Une balance à 99 979 euros pour une équité à 97 331 euros. Sur Image OK, merci d'avoir confié à Nico. Alors comme en début de chaque émission, tiens, salut Raziel, je précise le concept de l'émission. C'est une libre antenne dédiée au trading et à la finance. Vous pouvez prendre la parole, vous exprimer, que vous soyez débutant ou trader expérimenté, n'hésitez pas. Vous pouvez participer via le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, ou le chat écrit, ou le chat audio, Mumble, M-U-M-B-L-E, vous avez le lien en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission, en bleu ciel, et vous suffit d'avoir un micro pour nous rejoindre à tout moment. Pour ma part, je vais vous indiquer ce que je fais, je vais diffuser des vidéos en rapport avec la finance, des vidéos d'actualité, des vidéos d'information, des vidéos de formation, des analyses, des débats sur les thèmes économiques et financiers. Et plus précisément, on va s'intéresser à la finance active, donc écouter des traders, des avis dans les différentes salles de marché, salles de rédaction spécialisées, etc. Aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission. Il ne s'agit que d'avis, d'analyses, etc. Si vous choisissez de me suivre, de suivre l'un des membres dans le cadre de cette émission, cela compte de votre responsabilité, sachant qu'en France, pour donner des conseils en investissement financier, il faut une licence de CIF, conseiller en investissement financier, que je n'ai pas. Donc je ne me permets pas de vous donner des conseils. Je diffuse les résultats de mon compte, donc ils sont disponibles au-dessus du cadre de diffusion de l'émission sur videobourse.fr, via le lien Mes résultats et MAM en majuscule. Donc ça c'est pour le compte mutualisé, le compte principal. Donc un compte mutualisé, c'est un compte sur lequel je prends des positions, elles sont répercutées sur le compte de personnes qui me suivent, qui suivent mes signaux. J'ai un statut légal pour le faire, donc un statut de consultant auprès d'un courtier qui a une licence européenne pour faire de la gestion de portefeuille. Donc au total, je cumule 99 979,83 € sur ce compte mutualisé. Sur mon compte personnel, donc qui s'élève à 1200 et quelques euros, vous avez le lien également au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Voilà, c'est à peu près tout. Et on va prendre l'émission. Donc moi je suis vendeur de Dow Jones. Alors, pour ceux qui suivent l'émission quotidiennement, les raisons ne changent pas. Les raisons sont assez classiques, on les entend un peu partout dans les grands médias. Donc les raisons c'est, on voit ici que depuis 2010, et même si on recule encore, si on va en graphique hebdomadaire, si on prend depuis 2008 et le pic baissier qu'on a eu, donc début 2009 on était à 6074 points sur le Dow Jones, ça paraît fou maintenant quand on le dit, et depuis on a multiplié par 3 x 6, 18, donc quasiment par 3 la valeur de l'indice boursier américain. Alors je ne nie pas que l'accélération baissière a été excessive pour la crise des subprimes, mais comme toute crise, il y a des excès, ça c'est normal. Enfin c'est normal, il n'y a pas grand chose de normal dans les crises, mais bon, il y a régulièrement des crises, donc au bout d'un moment on peut tirer des habitudes récurrentes de comportement qu'on observe durant les crises, puisque quand même en 2010, en 2000, pardon, les années 2000, je sais plus si c'était en 2002-2003, moi j'étais trop petit, il y a eu la bulle internet, très grosse accélération baissière, d'ailleurs si on revient, j'ai pas plus de recul que ça, mais bon, on a eu la bulle internet au début des années 2000, ensuite on est bien monté jusqu'à 2007, accélération baissière, et depuis donc cette crise des subprimes, bon, on est revenu au niveau d'avant-crise, pourquoi pas, mais en plus de ça, on a marqué des plus hauts très significatifs, puisqu'avant crise des subprimes, on avait des plus hauts historiques qui étaient à 14 198 points, désormais on est à 17 000 points, donc c'est quand même quelque chose de très significatif, et à un moment donné, quand on achète des actions, puisque le Dow Jones c'est le marché, l'indice
des actions américaines en fait, un des indices des actions américaines, les principaux, il y a le Nasdaq, qui est plus spécialisé sur les valeurs technologiques, le S&P 500 qui est plus large, et le Dow Jones, je crois qu'il reprend, si je dis pas de bêtises, je suis pas un expert, mais d'autres le sont, donc si vous voulez me reprendre, n'hésitez pas, reprend les 30 plus grosses valeurs américaines, plus grosse capitalisation. Donc c'est tout à fait significatif. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on détient des parts d'entreprise, il faut que ces entreprises fassent du bénéfice et de la croissance. Or, ce qu'on observe, c'est que dans les faits, les chiffres économiques, macroéconomiques, donc, tels que les chiffres de l'emploi, les chiffres de la croissance, etc., aux États-Unis commencent à être pas mal, mais on verra que ça a un certain prix, mais que ils sont pas extraordinaires. En tout cas, on peut déjà, on va dire, douter de la cohérence d'un Dow Jones à 17 000 points dans un contexte où la croissance américaine est très légère et où les chiffres de l'emploi sont pas merveilleux. Mais en plus de ça, pour atteindre ce niveau de relance, si douce soit-elle et si petite soit-elle, eh bien, aux États-Unis, la Banque fédérale américaine a dû vraiment faire marcher la planche à billets, donc d'évaluer sa monnaie, même si ça ne s'est pas répercuté sur le dollar. En tout cas, elle a produit plus de monnaie. Donc à un moment donné, on peut s'attendre à un rééquilibrage, ou en tout cas à des tensions, ou en tout cas à un retour à une réalité et à une convergence entre l'économie réelle, la production réelle de biens et de services, et la valeur des marchés actions, des marchés financiers. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui le décrivent, il y en a qui le décrivent beaucoup mieux que ce que je viens de faire, il y a des spécialistes de ça qui sont Olivier de la Marche et tout. Alors après, le fait est que nous, on est dans la finance active, donc notre but c'est de spéculer et de faire de l'argent sur les marchés financiers. Et alors après, présenté comme ça, c'est sûr que ceux qui sont contre les termes de spéculation et tout peuvent vraiment dénigrer, mais bon, voilà. Après, chacun son point de vue à ce sujet et chacun sa vision du truc. Il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent la finance sans connaître les tenants aboutissants. En tout cas, pour nous, les traders particuliers qui représentons pas grand-chose, il n'y a aucun problème à essayer d'établir des stratégies, à mon sens, hein, ça c'est mon point de vue, sur les marchés financiers pour en tirer un bénéfice, pour vivre et faire tourner l'économie, puisque, voilà, par définition, quand on est particulier, la plupart de l'argent qu'on gagne, on le dépense. Donc c'est de l'argent qu'on retire des marchés financiers pour injecter dans l'économie réelle. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui change quoi que ce soit et qui est mauvais dans la finance active. Bon bref, ça c'est un autre débat, un autre sujet, et puis vu que j'ai pas de contradicteur, ça sert à rien d'argumenter ici. Mais bon, le point de vue global est plutôt mauvais à l'égard de la finance active, donc voilà. Mais bon bref, tout ça pour dire que après c'est aussi une question de timing, puisqu'il y a des gars, bon, par exemple en France on a Olivier de la Marche, qui sont spécialisés dans le fait de présenter tous ces arguments, et même bien plus poussés avec des chiffres plus précis, etc., que ce que je viens de dire, et de dire ça va baisser, sauf que voilà, maintenant ça fait 2 ans, 3 ans que certains le disent, depuis la fin de la crise des subprimes et qu'on a commencé à monter, et ça se produit pas. Donc en finance active, le but étant de faire du bénéfice, il faut avoir un bon timing. Donc moi, qu'est-ce qui m'a motivé à prendre position et à jouer la baisse maintenant depuis le 16 juin, depuis mi-juin, c'est le fait qu'on stagne. Si on regarde depuis la fin de la crise des subprimes, donc je repasse ici en graphique hebdomadaire sur mon Dow Jones, on marquait des plus hauts de plus en plus hauts, vraiment très vifs au début, donc notamment depuis les plus bas de 2009. Donc on voit la très grosse accélération. Donc par exemple, si on regarde en mars 2009, on est à 6500 points. En mars 2010, donc en un an, on est à 11 238 points. Donc on a quasiment doublé la valeur de l'indice. Donc on a quasiment fait du 100% sur un an durant cette période. Après phase de correction, grosse accélération. Donc là, si on zoome sur cette période, il n'y a rien à dire. C'est très franc. Tac, on corrige un petit peu, on accélère, etc. Alors on voit qu'ensuite à partir de... Pardon. J'ai enlevé ça, voilà. On voit ensuite qu'à partir de la fin mi-2011, on a des phases de correction et des plus hauts qui sont plus poussifs que ce qu'on avait avant. Donc on voit qu'on marque des plus hauts, tout de suite on corrige, on marque des plus hauts, ça stagne. Là, on a une petite correction, une accélération haussière en continu. Donc là, on est actuellement dans une phase de correction
d'accélération haussière, pardon, continue, on marque des plus hauts historiques depuis le mois de novembre 2012. Donc c'est un contexte assez spécial. Les marchés sont largement soutenus, les marchés actions, par la relance aux États-Unis, le plan de relance aux États-Unis, le plan d'assouplissement monétaire, donc c'est-à-dire le fait d'imprimer du dollar. Et donc une fois que tu imprimes du dollar et que tu le prêtes aux banques, bah, elles le prêtent. Et donc où est-ce qu'il va? Bah, a priori dans les marchés actions. Et c'est ce qui soutient assez artificiellement ces marchés. Et donc beaucoup de gens commencent à penser que bah, voilà, on ne va pas continuer comme ça indéfiniment, qu'il y a des limites, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à où ça va monter. Donc plus précisément, moi là, ça fait un bon moment. Donc là, j'aurais été tenté pendant de jouer un scénario baissier au mois de mai 2013. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais sur d'autres marchés, mais ça m'aurait tout à fait tenté puisqu'on voyait qu'on avait un range, donc une phase de consolidation. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, bah non, il n'y a pas eu de phase de correction et je pense que pas mal s'en sont brûlés les ailes. Il n'y a pas eu alors que moi qui aura eu des idées de jouer un scénario baissier et de correction. Parce que la correction peut être assez franche, assez violente en quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et derrière, donc, on est sorti par le haut de ce range en octobre 2013, on a marqué de nouveau plus haut, et on voit de nouveau qu'on stagne. Voilà, des plus hauts, on marque un tout petit peu des plus hauts, puis on hésite tout de suite. Alors si on bascule en graphique journalier, on va mieux s'en rendre compte qu'on est actuellement dans une phase de range. Voilà, on marque des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, sans... voilà, dernièrement on a marqué un plus haut historique, tout de suite on repasse dans la zone de range. Donc il n'y a pas de mouvement franc, il y a de l'hésitation, on est très haut perché. On sent que ça commence à baisser aux États-Unis, la politique accommodante. Voilà, Janet Yellen commence à faire comprendre que ce sera plus la fête indéfiniment, etc. Donc voilà, moi je juge le timing opportun. Après, bien sûr, j'ai pas de certitude. Personne n'a de certitude de toute façon sur les marchés. Si on avait une certitude, si j'avais une certitude, je mettrais tout mon argent personnel sur le coup, etc. Donc c'est pas le cas. Donc j'établis un scénario, je le joue. Voilà, c'est mitigé pour le moment, mais c'est pas mauvais et j'ai bon espoir et je pense avoir mis en place une stratégie intelligente puisque pour que je perde réellement de l'argent sur cette stratégie, il faudrait qu'on ait des gros mouvements de hausse continus et francs. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on continue à marquer des plus hauts avec des grosses accélérations haussières à ces niveaux, c'est toujours possible, hein, tout est possible sur les marchés. Si jamais on stagne comme on le fait actuellement, bah, normalement mon compte va stagner, voire même progresser. Si vraiment on stagne longtemps, finalement ce sera profitable pour moi. Si jamais ça corrige franchement, c'est tout bénéf pour moi. Gros profit à la clé, enfin beau profit. Si jamais ça monte un petit peu, là ce sera de la perte lente. Donc voilà ma réflexion. Donc voilà, ça c'est par rapport aux Dow Jones, après on ira voir les autres marchés. Donc là actuellement sur la position du jour, je suis rentré à 16 898 points. On est actuellement à 16 893 points, donc 5 points de profit sur le Dow Jones. Alors sur le chat écrit, il y avait Phil qui partageait un lien, on va regarder ça. États-Unis, oui, États-Unis, la baisse du chômage est trompeuse selon un dirigeant de la Fed. C'est publié par lapresse.ca. La spectaculaire baisse du taux de chômage aux États-Unis pourrait bien la spectaculaire baisse du taux de chômage aux États-Unis pourrait bien surévaluer le degré d'amélioration réelle du marché du travail, a mis en garde mardi un des dirigeants de la Banque centrale américaine Fed. Voilà ce qu'on pouvait lire du côté des États-Unis. Plutôt du côté de la presse.ca, donc un site canadien. Tombé à 6,1% en juin, le taux de chômage américain a perdu 0,5% depuis janvier et 1,4 points sur un an après avoir atteint un pic de 10% en octobre 2009. Donc voilà, je vais tweeter ça. Merci Phil pour le partage. Alors, un mot, tiens, dimanche, je serai sur une radio. Alors, c'est pas un truc de fou, hein, c'est une petite web radio, mais c'est quand même pas un truc naze. C'est une vraie agence de presse qui a ses bureaux à Paris et c'est un projet qui avait été lancé à la base par Stéphane Hessel entre autres et d'autres personnes. Donc c'est quand même un truc assez intéressant. Et en fait c'est un gars, je sais pas si vous connaissez Benjamin Moget, qui m'a proposé de venir dimanche de 18h à 19h sur cette web radio. J'ai vu c'est assez important comme truc. Le concept c'est une radio faite par les jeunes pour les jeunes, donc je sais pas exactement de quoi on va parler, peu importe. Moi j'ai trouvé ça sympa, en plus Stéphane Hessel c'était un gars intéressant. C'est son projet, maintenant c'est un gars qui est décédé. Voilà, j'ai vu, ça a un intérêt, il y a pas mal de gens qui suivent ce média. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. Donc dimanche soir, je vous laisse le lien, ça s'appelle Radio VL, je crois. Voilà, radiovl.fr. Premier média jeune de France. Voilà, donc je serai dimanche soir de 18h à 19h
dans le cadre d'une chronique sur l'économie notamment, et la finance. Enfin, on verra ce que j'ai à dire. On a envie de j'y vais, et puis... La baisse du chômage est trompeuse selon un dirigeant de la Fed, ça on a vu Phil. Le problème, Fab, sur une tendance comme ça, on ne sait pas vraiment quand ça va céder. Bien sûr, Nico, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de certitude. J'établis un scénario, je le joue. Ça peut mal se passer. Si ça se passe mal, ben, tu comptes sur ton money management, ta gestion du risque, pour optimiser tes risques et optimiser tes gains de manière à favoriser un profit sur le long terme. Voilà, donc ceci dit, sur ce scénario précis, j'ai pas de certitude, mais je le juge probable. Voilà, c'est pour ça que je joue. Salut Stéphane qui nous a rejoint, Stéphane de Courtier Forex. Tu peux mettre le lien vers ton site si tu veux, Stéphane. Hier, j'ai fait mes trades sur l'or XEUR, donc XAU euro, donc l'or face à l'euro. Achat à 946, vente à 976. Bonjour Fabien, disait Stéphane, bonjour à toi. Tu es en échelle logarithmique ou linéaire là demandait Stéphane. Non, je suis en échelle classique. Je regardais les graphiques simplement hebdomadaires, mais oui, donc linéaire a priori. Logarithmique sur MT4, non, c'était pas le cas. La baisse du chômage depuis fin 2009 n'est pas liée au fait que davantage de chômeurs ont trouvé un emploi, mais tient en grande partie au fait qu'ils ont cessé d'en chercher un, disait Phil qui partageait de nouveau un lien, toujours du côté de lapresse.ca. Merci Stéphane, voilà, qui mettait le lien vers son site. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Stéphane qui poste régulièrement des articles sur les courtiers. Voilà, il fait des guides anti-arnaque, etc. Donc voilà, plein de choses. D'ailleurs, j'ai vu sur le forum, il y a des courtiers qui font un peu de pub abusive. Il va falloir que je regroupe leurs messages, parce que c'est le bordel après. Voilà, du coup, en cette fin de semaine, on va aller prendre le pouls dans les salles de marché, alors qu'on avait craint, enfin moi je l'ai pas craint, je l'ai souhaité, mais ou alors plutôt je l'attendais avec le sourire, avec enthousiasme, une correction sur les marchés. Après la belle baisse, on a eu une belle phase de correction hier. Donc finalement, on a des marchés qui sont dans les zones qu'on a travaillé, sans signe de faiblesse majeure. Voilà, donc pour le moment. C'est pas mauvais non plus pour un scénario vendeur, la preuve c'est une très bonne semaine pour moi. D'ailleurs ça c'est intéressant, malgré une baisse qui finalement n'est pas folle, mais elle est quand même notable depuis les plus historiques, c'est une très très bonne semaine pour moi, donc pourvu que ça dure, et même si ça continue comme ça, j'en serai satisfait. Tiens, je vous disais tout à l'heure par rapport à la chronique radio que je ferai dimanche soir, Benjamin Moget, je vous laisse son Twitter, puisque je serai avec lui dans le cadre de ça. C'est un gars que j'ai déjà interviewé, il avait gagné le concours IG notamment. C'est un gars intéressant, il est assez dynamique. Donc voilà. CAD, haut taux d'emploi, moins 9,4. Donc il y a des mauvais chiffres par rapport à l'emploi canadien a priori, me dit Phil, je vais aller regarder ça du côté de Forex Factory. Effectivement, ouais, mauvais chiffres par rapport au chômage à l'emploi aux États-Unis. Merci pour le partage. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Qui est Warren Buffett? Tiens, c'était Fabien Major, gestionnaire de fonds, qui parlait de ça. Qui est Warren Buffett? Warren Buffett, c'est un investisseur mythique. C'est peut-être le père des investisseurs. En fait, tous ceux qui font de la gestion professionnelle connaissent Warren Buffett. C'est un des hommes les plus riches au monde, mais aussi c'est certainement un des plus modestes dans son niveau de vie. Il n'est pas flamboyant du tout.
Il est âgé, Warren Buffett. Il est né au mois d'août, le 30 août 1930. Ça lui fait donc bientôt 84 ans. Monsieur Warren Buffett a été initié au monde boursier à l'âge de 14 ans. Son mentor, Benjamin Graham, a écrit un livre qui s'appelle L'investisseur intelligent. Si vous voulez connaître tous les secrets de Warren Buffett, ça se trouve dans ce livre qui a été édité à maintes reprises depuis les années 50. L'investisseur intelligent, c'est aussi la définition qu'on donne à Warren Buffett, puisque c'est quelqu'un qui prend tout son temps. Et pour lui, la bourse n'existe pas ou à peu près pas. Il est un investisseur de société, c'est-à-dire que son entreprise, qui est un holding, on peut parler aussi de conglomérat, va acheter des entreprises, des actions d'entreprises qui sont souvent négociées à la bourse. On peut penser à Heinz, la fameuse marque de ketchup, à Coca-Cola, à Gillette, à Fruit of the Loom, à Benjamin Moore. Ce sont toutes des compagnies qu'on retrouve dans le portefeuille de Warren Buffett. Et sa philosophie est acheter et conserver à très long terme puisque les dividendes seront payants. Lorsqu'il y a une croissance des dividendes, c'est-à-dire la profitabilité que retourne l'entreprise à ses actionnaires, on parle d'entreprises exceptionnelles. Évidemment, si elles sont peu ou pas endettées, elles sont encore plus attrayantes aux yeux de Warren Buffett. C'est ce qu'on appelle le style valeur et c'est ce qui fait de cet individu, puisque depuis plus de 50 ans, il investit avec la même philosophie, c'est ce qui fait de quelqu'un unique en son genre et un investisseur sans doute à imiter. Voilà donc une vidéo de présentation de Warren Buffett. Alors je partage ça sur Twitter également. Ça bouge pas beaucoup du côté des marchés actions, un vendredi soir comme ça. Il nous reste encore une demi-heure de cotation en Europe. Il peut se passer des choses après la fermeture en Europe, ça arrive parfois. Donc on verra ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme vidéo d'information ce jour? Putain, j'aurais dû aller écouter le BFM Business, c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Puisqu'il y a Jean-Luc Cussat qui s'exprime en fin de semaine à 16h45, je crois. Mobilité, dématérialisation, sécurité. Le blog Document World de Kyocera vous apporte des réponses concrètes. Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits. KyoceraDocumentSolutions.com. Qui sont venus depuis le plus haut sommet de l'État. Retour sur cette journée avec Jean-Baptiste Huette. Éteindre l'incendie, voilà la préoccupation des autorités portugaises. La banque Espírito Santo est dans la tourmente depuis qu'un audit a révélé des irrégularités importantes et une falsification des comptes du holding qui détient la banque. Il n'en fallait pas plus pour affoler les marchés. Dans le rôle des pompiers aujourd'hui, d'abord la Banque centrale portugaise. Elle assure qu'il n'y a pas de raison de douter de la sécurité des fonds confiés à la BES. Le Premier ministre portugais monte lui aussi au front. Il n'y a aucune raison pour que l'État intervienne dans une banque qui a des fonds propres solides et qui dispose d'une marge confortable pour faire face à toute éventualité, même la plus adverse. Alors que l'économie portugaise commence à peine à se remettre de 4 ans de crise et d'une cure d'austérité sans précédent, certains craignent que cette situation vienne retarder la reprise qui se fait jour dans le pays et au-delà s'étendre au système financier européen.
Bon, Banco Espirito Santo, je vous le disais dans le titre, cote à nouveau depuis la mi-journée et qui est sous pression, qui a fait le yo-yo aujourd'hui, mais qui est en baisse pour l'instant dans cette dernière ligne droite, moins 4%. Frédéric Ponchon, votre sentiment sur cette affaire Espirito Santo? Alors, il y a eu plusieurs affaires là comme ça. Il y a l'affaire Let's Go Ex, il y a l'affaire Espirito Santo. Je mets pas tout dans le même sac, mais c'est vrai que là, sur une banque, première banque portugaise, ça nous rappelle quand même de mauvais souvenirs dans la zone euro. Alors effectivement, c'est pour ça que les marchés ont réagi comme ça hier. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu quelques éléments qui étaient quand même plutôt rassurants, comme l'exposition en fait de Banco Espirito Santo, donc le véhicule coté au groupe de la famille Espirito Santo, qui est limité à 1,18 milliard d'euros. On ne connaît pas encore les pertes qui vont être liées à cette exposition, mais ce qu'on sait, c'est que Banco Espirito Santo a 2,1 milliards d'euros de matelas de sécurité, c'est-à-dire de fonds propres au-delà du Core Equity Tier 1. Minimum requis. Donc voilà. Du ratio réglementaire. Donc il n'y a pas de souci a priori sur le ratio réglementaire, le respect de ces ratios réglementaires. Bon, c'est une banque solvable, solide, qui est capable de faire face à des pertes potentielles, enfin des pertes dont on ne connaît pas encore le montant, mais qui pourraient atteindre au maximum 1,2 milliard. D'après les chiffres qu'on a, c'est les montants qui sont effectivement exposés. Après ça, il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants quand même de noter, c'est que dans le cadre du plan de sauvetage du Portugal, il y a une enveloppe de 12 milliards d'euros qui avait été allouée en fait à la recapitalisation des banques portugaises. Et pour l'instant, il n'y a que la moitié de cette enveloppe qui a été utilisée, donc ça laisse encore une marge de manœuvre pour l'État portugais. Et ça veut dire en plus, parce que du point de vue des finances publiques, c'est important, ça veut dire que c'est déjà provisionné et que si jamais on était obligé d'aller tirer sur les 6 milliards restants, c'est pas de déficit en plus pour les finances publiques du Portugal. C'est effectivement une enveloppe accordée par l'Union européenne. Bon, Pierre-Alexis Dumont, vous prenez la discussion en cours. Bonjour, Pierre-Alexis, gérant Action Européenne chez Groupama Asset Management. Vous comprenez qu'on parle évidemment de Banco Espirito Santo. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Mais voilà, Frédéric avance un certain nombre d'éléments rassurants qui ont été mis sur le devant de la scène aujourd'hui par la banque et par les autorités portugaises. Enfin, ça nous rappelle aussi quand même d'une certaine manière que tout n'est pas réglé dans notre système bancaire européen. On le voit d'ailleurs, les investisseurs restent quand même très prudents et ça fait un moment que ça dure vis-à-vis de l'ensemble des banques européennes là qui sont sous pression depuis plusieurs mois maintenant. Oui, tout à fait. En fait, nous on pense pas qu'il y a de caractère systémique. En effet. Du fait d'un certain nombre d'enveloppes qui avaient déjà été prévues, plus d'un certain nombre de marge de manœuvre qu'a la BCE, sans aucun problème. Par contre, en effet, ça peut vouloir dire défiance vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, notamment les banques, mais pas que les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez avant tout un problème de gouvernance dans cette affaire, puisque vous avez un groupe actionnaire d'une banque qui font des prêts interfiliales et masquent de façon plus ou moins importante les pertes de la holding de tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, on peut avoir un retour de défiance vis-à-vis de structures de gouvernance qui sont pas toujours claires. Et ce n'est pas la seule banque ni le seul groupe où vous pouvez avoir des interactions qui paraissent un peu dangereuses entre un groupe industriel et des banques, entre des fondations et des banques, en Italie par exemple, mais en Espagne aussi, on sait très bien que vous avez beaucoup d'interactions entre, par exemple, les constructeurs et certaines banques. Donc ça peut vouloir dire de la défiance et par là même, qu'est-ce que ça peut vouloir dire derrière? Ça peut vouloir dire que les émissions, alors peut-être pas de l'Espagne, mais surtout avant tout d'avoir des corporates, des grosses entreprises espagnoles, des grosses entreprises espagnoles peuvent se trouver mises en difficulté. Portugaises, vous voulez dire? Portugaises et espagnoles, par ricochet, espagnol. Tous ces types d'organisations qui sont, parce que bon, c'est entre guillemets un capitalisme familial. On a vu des banques espagnoles qui ont reporté des émissions obligataires qui devaient avoir lieu ces jours-ci. Donc et c'est en ça qu'à mon avis le caractère de contagion est plus fort. Autre point qui à mon avis est important de noter, c'est que c'est vrai que ça met
ça tombe mal pour la BCE juste avant la QR. Et ça va mettre je pense que la BCE va vouloir retrouver de la crédibilité vis-à-vis du système bancaire. Donc avec sans doute des AQR qui seront qui seront sévères. De toute façon, ils seront a priori sévères. Voilà, la française Danielle Nouy qui s'occupe de la supervision bancaire, elle l'a dit. Il y aura des mauvaises surprises. Il y aura forcément des choses pas très jolies qui vont sortir. Il ne faut pas s'attendre en effet de telle façon pour que le système bancaire retrouve de la crédibilité. Ça veut dire derrière que vous allez avoir un certain nombre de mesures qui seront, à mon avis, sévères et beaucoup moins souples, et ça peut surprendre les investisseurs. Bon, on reviendra sur votre sentiment de marché. Effectivement, un marché qui doute, qui a douté cette semaine, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes. On va juste poursuivre ce journal avec vous, Pauline, avec la géopolitique et ce bilan qui s'alourdit au Proche-Orient cet après-midi. Avec 100 morts en 4 jours dans la bande de Gaza, d'après une source médicale sur place, Israël poursuit ses raids contre les Hamas qui continue de son côté d'envoyer des roquettes. L'impasse en Ukraine, toujours pas de cessez-le-feu entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes, et des morts encore depuis ce matin. D'après Kiev, une trentaine de soldats a été tués dans les dernières 24 heures. L'expulsion du chef de la CIA à Berlin était inévitable. Déclaration du chef de la diplomatie allemande au lendemain de l'expulsion de l'Américain sur fond de soupçons d'espionnage. Les responsables allemands et américains doivent se voir ce week-end à Vienne en marge d'une nouvelle série de discussions sur le nucléaire iranien. Et puis cette nouvelle étape dans le dossier Maury Ducrot et cette victoire pour les salariés licenciés de l'entreprise qui contestaient le plan social. Un plan social qui a été validé en mars par l'administration. 2800 salariés ont été touchés. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc annulé l'homologation des licenciements, et cette décision va permettre aux ex-Maury Ducrot de saisir les prud'hommes. Adrien Becht. C'était le plus gros plan social du quinquennat de François Hollande. 2800 salariés licenciés, plus de la moitié des effectifs du groupe, après la faillite retentissante du transporteur Maury Ducrot et la reprise partielle par Arcol Industries. Les syndicats avaient saisi la justice, en cause, selon eux, des licenciements injustifiés. Ils estimaient par ailleurs que le repreneur avait fait son marché entre les différents sites du groupe. Des arguments entendus par la justice, ce dont se félicite l'ancien délégué CFDT de Maury Ducrot, Rudy Parent. C'est effectivement une très très grande victoire pour tous les salariés dont les droits ont été... Ouais, donc voilà les dernières nouvelles par rapport à l'économie, notamment française, on a entendu ici. 17h12, encore 18 minutes de cotation en Europe. Voilà, ça on avait vu. Alors, belle bougie, disait Nico. Ouais, il se passe pas grand chose sur le marché. Si on regarde les autres marchés, on voit que le câble a beaucoup baissé aujourd'hui. C'est pas de la folie, mais ici en 5 minutes, on voit une baisse significative. Du côté du CAC 40, en 5 minutes, on a une journée hésitante, pas de vrai mouvement aujourd'hui, très calme, un peu comme ce que l'on a sur le Dow Jones, sur lequel je suis très légèrement positif, mais vraiment pas grand chose aujourd'hui. Du côté de l'Eurodoll, ici en M5, bon, il se passe pas grand chose. L'hésitation sur une dynamique de fond plutôt baissière, mais vraiment hésitation, ce qui prédomine aujourd'hui. Dollar yen, pareil, ça a beaucoup hésité après une baisse, même pas en fait, c'est très hésitant. Donc pas beaucoup de mouvements aujourd'hui, des marchés très calmes, ça. Des journées comme ça, il en faut aussi, et c'est pas des journées intéressantes. Pour moi qui suis la tendance, etc., effectivement, c'est pas très intéressant, mais voilà, il y a toujours de l'argent à faire sur des marchés comme ça, à chacun d'adapter sa stratégie. Ça, on avait vu. Belle bougie, disait Nico. USD CAD, normal, chiffre pourri, Buffett. Eurodoll est intouchable, disait Nico. Il achète Heinz parce qu'il mange du ketchup, donc là il parlait de Warren Buffett, Phil. Eurodoll intouchable, il achète Heinz parce qu'il mange du ketchup, ça on avait vu. On maintient l'euro dans son équilibre, du coca parce qu'il boit du coca, disait Phil, par rapport à Warren Buffett. Effectivement, Warren Buffett a une manière d'analyser assez simple a priori, mais intelligente avec la logique du dividende. Très bien. 48% contre l'austérité au Portugal, donc effectivement, il y a de l'attention en ce moment, notamment la chute de la faillite des Santo là. Almo Nature, pur comme dans la nature. Ils sont venus de tout le Portugal. Ils étaient des milliers dans les rues de Lisbonne ce jeudi à protester contre la politique d'austérité du gouvernement. Un gouvernement dont ils réclament la démission.
Selon la principale confédération syndicale, la CGTP, qui a appelé à manifester, ils étaient 40 000. Je ne peux pas rester là, regarder mon peuple souffrir de la faim, du chômage, de la pauvreté, dit cette enseignante. Dans mon école, beaucoup d'enfants souffrent de la faim. Vous regardez autour de vous et vous ne voyez que des gens qui traversent des moments difficiles. Les manifestants ont convergé vers le Parlement en 2 cortèges, l'un composé de fonctionnaires, l'autre de salariés du secteur privé. Voilà, donc des tensions toujours au Portugal et des manifestations. Banco Espírito Santo. L'imbroglio financier qui vire au risque systémique. La crise de confiance de la banque portugaise a pris une nouvelle dimension hier. Dans un climat post-Troïka encore sensible, le Portugal connaît une nouvelle situation financière inquiétante dénoncée par ses clients. La holding Espírito Santo International ESI, appartenant au groupe bancaire portugais Banco Espírito Santo BES, n'a pas honoré à temps les échéances de titres de créances de dette à court terme. La sanction des marchés a été immédiate, la cotation de BES a même dû être suspendue hier. Le premier actionnaire de la BES, Espírito Santo Financial Group, ESFG, avait annoncé sa décision de suspendre les transactions de ses actions et obligations en raison des difficultés que traverse la holding principale du groupe. Voilà, donc si vous voulez lire l'article en entier, il y a de quoi faire, il y a une belle description pour ceux que ça intéresse. Alors, Banco Espírito. Voilà, c'est partagé. Un article complet à ce sujet pour ceux que ça intéresse. Une vidéo qui était partagée par Phil, donc ça c'est vu. Des vrais. Ok, donc trop de langue de bois, Phil. Banco Espírito, l'imbroglio financier qui va au risque systémique, Phil qui laissait un lien. Donc toujours tendu la situation au Proche-Orient, effectivement. 120 morts en Palestine, donc ça devient vraiment tendu. Est-ce que ça se ressent sur le pétrole? Voilà, on a ici. Le pétrole qui baisse très fort, étonnamment, c'est assez fou, je trouve. Le pétrole qui accélère à la baisse aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas exactement. Après, c'est le WTI, donc c'est le pétrole américain. Peut-être que l'autre pétrole monte, je sais pas. Je suis pas un spécialiste, mais ça m'étonne carrément, en ce contexte de tension, que le pétrole accélère en baisse. Vraiment compliqué ces marchés financiers. Bon. Ça, on avait vu. Alors, on va prendre de l'info, voir ce qu'ils aient dans les différentes salles de rédaction, salles de marché. 16h17, encore 13 minutes de cotation en Europe. Marc Fiorentino, ce jour, qui s'exprime du côté de BFM Business sur le programme économique d'Arnaud Montebourg. On écoute son point de vue. Good Morning Business, Sébastien Poinon sur BFM Business. D'ailleurs, tout de suite, depuis le mondefinancier.com, on vous retrouve. Marc, bonjour. Bonjour Sébastien. Marc Fiorentino, votre regard sur ce programme économique, programme quasiment politique là, d'Arnaud Montebourg. Pour moi, c'est une parfaite illustration du problème des leaders politiques français dans le gouvernement, mais aussi dans l'opposition. En fait, chacun roule pour sa carrière et bien évidemment absolument pas pour le bien public. Alors Montebourg nous a présenté hier un programme différent de celui de Valls, qui est lui-même différent de celui de Hollande. Il faut rappeler que ces 3 personnes étaient candidates à la primaire socialiste précédente et ils se croient tous déjà en campagne pour les primaires de 2017. Bon, beaucoup seront d'accord avec vous, Marc, mais il y a quand même des éléments intéressants. Vous pouvez pas le nier ce matin dans ce qu'il dit. Il y a des éléments intéressants, il y a des annonces intéressantes, comme dans toutes les annonces qui ont été faites depuis des années. Des mesures, bien sûr, on peut l'annoncer officiellement aujourd'hui, qui ne seront pas appliquées. Ce n'est d'ailleurs pas le but. Le but pour ceux qui nous font ces discours, c'est de se mettre en valeur, d'exister, bien évidemment, surtout de se positionner dans cette course. Ok, vous y croyez pas? Absolument pas. D'ailleurs, il faut quand même un sacré culot pour parler de réformer les professions réglementées le jour où on a donné satisfaction aux taxis contre les VTC. Alors Draghi a raison,
Il faut que l'Europe, et oui l'Europe, impose les réformes structurelles comme elle a imposé les règles de déficit budgétaire. La France aujourd'hui est malade de sa classe politique qui est en campagne électorale permanente. Marc Fiorentino, Marc, vous serez là lundi 14 juillet? Mais non, je serai au défilé. Ah, je défile d'ailleurs. Vous défilez. Eh ben, bonnes vacances, Marc. Au BFM Business. À très vite, Marc Fiorentino, monfinancier.com le matin, juste avant 8h15. Voilà, donc le point réalisé par BFM Business. On continue à prendre de l'info. Paul Jorian s'exprimait ce jour, on écoute son point de vue, en ce 11 juillet 2014. Bonjour, nous sommes le vendredi 11 juillet 2014. Et le 11 juillet, si vous êtes flamand, eh bien c'est votre fête, je dirais pas nationale pour pas avoir d'ennui, mais votre fête régionale en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire en 1302, la bataille des Éperons d'Or, encore appelée bataille de Courtrai. Et la bataille des Éperons d'Or, c'est quand même très intéressant parce que c'est la première grande victoire, à ma connaissance, des bourgeois contre le système féodal. Ça oppose d'un côté les habitants des villes flamandes à la noblesse. Et c'est un massacre. C'est une bataille qui commence, je dirais, par être gagnée partiellement par les forces aristocratiques d'un côté. Et puis ça se termine en massacre, c'est-à-dire que la plupart de ces grands aristocrates se retrouvent tués. Et si la bataille s'appelle bataille des Éperons d'Or, c'est parce qu'on est allé mettre, si j'ai bon souvenir, dans une cathédrale quelque part, les éperons d'or qui avaient été ramassés sur le champ de bataille, éperons d'or qui étaient ceux de cette aristocratie qui avait pris une raclée. Donc, d'une certaine manière, c'est une fête intéressante. Bon, elle a une connotation nationaliste ou régionaliste, mais en même temps, c'est un moment dans l'histoire de la civilisation occidentale. Alors, il n'y a pas eu que des victoires, puisqu'on n'est encore qu'en 1302 et qu'il faut attendre en France jusqu'en 1789, c'est-à-dire quand même 4 siècles et demi ou presque 5 siècles pour qu'une révolution bourgeoise l'emporte définitivement. Mais enfin, c'est un premier événement. Alors, bon, je vous parle de ça tout à fait incidemment. Je voulais vous parler d'autre chose. Moi, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Le capitalisme à l'agonie. Et alors, parfois, on m'interroge, par exemple, à la radio, en me disant « Mais vous étiez quand même trompé, puisque le capitalisme, vous avez publié ça, quoi, c'était en 2011, je n'ai pas en souvenir, et le capitalisme est toujours là, il est florissant, est en bonne santé. Et comme on me dit la semaine dernière, regardez la bourse, comme elle va bien, elle pète de santé, tout va bien. » Je dis « Oui, mais enfin bon, la bourse, ça va comme ça. » Et le bénéfice d'une entreprise, quand on additionne, ça va comme ça. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que ça devrait être en parallèle? Il faudrait que ça... c'est quand même... si les gens vous disent ça, c'est parce qu'ils considèrent que la bourse est un baromètre de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que la bourse serait un baromètre de l'économie? Eh bien, tout simplement parce que la valeur... ce qui justifie qu'on paie un prix pour une action... de manière traditionnelle, c'est quand même la somme des flux qui correspondrait à des dividendes qui seraient payés. Ça, c'est une conception. Si le prix de l'action ne bouge pas, effectivement, il n'y a pas de raison de payer plus que les dividendes qu'on recevra un jour. Mais, comment on peut s'acheter, se revendre des actions? On peut aussi les acheter, se les revendre sur la confiance que le prix va monter. Voilà. Indépendamment des dividendes qu'on va payer. Alors, le prix peut monter, pendant que l'économie se casse la figure, jusqu'au moment où il y aura soit le petit garçon qui dira « mais l'empereur est tout nu », auquel cas les gens diront « oula, oui c'est vrai, parce que finalement la valeur d'une action c'est quand même que la somme des dividendes qui vont être payés. Par conséquent, ces gens-là vont revendre en se disant « il vaut mieux être le premier à revendre », plutôt qu'être le dernier, parce que si je suis le dernier, je pourrais revendre qu'à un prix très bas. Si je revends maintenant au haut de la courbe,
je vais gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est un système qui devient critique, comme on dit en physique, c'est-à-dire que ça dépend, le fait qu'il fonctionne commence à dépendre essentiellement de ceux qui sont en train de jeter un œil sur la sortie. Voilà. Et donc, le système est en fait au bord de l'écroulement. Alors, pourquoi est-ce que cette bulle a gonflé, cette bulle boursière? Eh bien, parce que les États, qui sont pas bêtes, se sont réunis et ont dit, écoutez, si nous, on gonfle artificiellement cette bulle, ça peut marcher. Si on est tous là, avec nos fonds de pension, avec tout l'argent dont nous disposons en tant que nation, si on le met dans la bourse, tous ensemble, si on se met d'accord, on a vu, il y a un article qui a été fait récemment qui montrait que ce sont des sommes très 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 importantes. Les États ont gonflé la bourse. Résultat, le prix des actions n'a plus aucun rapport avec les dividendes qui peuvent être payés. C'est uniquement de la méthode de Coué. Voilà. Alors, un système qui fonctionne uniquement sur la méthode Coué, sur le fait que tout le monde y croit en même temps, il est fragile. Il est fragile parce que ça peut sauter à n'importe quel moment. Alors c'est en train de ce qui s'est passé depuis hier, parce que figurez-vous que ce système est dans une telle fragilité que si une banque portugaise qui s'appelle Espírito Santo éternue, eh bien tout commence déjà à s'écrouler. Alors ça montre l'état dans lequel il se trouve. Je n'ai pas d'animosité particulière par rapport à nos amis portugais, mais une de leurs banques, ça ne devrait quand même pas faire s'écrouler l'ensemble du système mondial, si le système était solide. Or voilà, bon, c'est une banque, quand on regarde comment elle fonctionne, eh bien elle est faite d'éléments, il y a la holding company est au Luxembourg, et d'autres morceaux sont au Portugal. Et alors ces gens, ils ont compris comment ça marche le système capitaliste, c'est-à-dire que quelle est la fortune en réalité de cette compagnie? Eh bien ce sont des actions que chacun des morceaux a dans les autres. Voilà. Incestuous, disait le commentaire, un commentaire hier du Wall Street Journal. Oui, c'est ça, c'est un système complètement... pardon, c'était pas ça, c'était pas dans le Wall Street Journal, c'était en fait un journaliste dans une vidéo du Financial Times. Il disait, c'est un système complètement incestueux. La valeur dépend simplement des... voilà, vous créez, trois compagnies, et la richesse de ces trois compagnies, ce sont les actions qu'elles achètent les unes dans les autres. Voilà. Il n'y a rien que du vent. Dans ce cas-là, il y a quand même une banque derrière. Mais on pourrait imaginer l'exemple où il n'y a que du vent. Et voilà, et ça s'achète en grande quantité des actions les unes dans les autres. Et chacun a l'argent qui lui est rapporté par le fait que l'autre lui a acheté des choses. Alors, est-ce que ça peut tenir très longtemps ? Non. C'est pour ça que le fait d'avoir écrit un livre qui s'appelle « Le capitalisme à l'agonie », même si c'est il y a 3 ans, je ne crois pas que ça mette véritablement ma réputation en question. Parce que nous avons un système maintenant qui est un système qui est constitué essentiellement de bulles. Ces bulles, je viens de l'expliquer, ce sont des nids à ce qu'on appelle la rétroaction positive. Et positive, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que ce soit une bonne chose. Ça veut dire simplement que les effets boule de neige, les réactions en chaîne sont concentrées là-dedans. C'est-à-dire qu'on a un système qui est d'une contagion, où la contagion est extraordinaire, où les effets d'emballement sont là, inscrits à chaque endroit. Alors, nous avons des dirigeants qui ont essayé de réparer le capitalisme depuis 3 ans, depuis 6 ans si on compte depuis 2008. Et alors, ils ont une recette à eux, ça s'appelle le moins-disant fiscal, c'est-à-dire, voilà, on va créer des zones où il ne faut pas payer d'impôts. Et par exemple, nous avons, nous, au sein de la zone euro, mais nous l'avions déjà au sein de l'Europe des 6, nous avons un pays qui, encore qu'à l'époque de l'Europe des 6, le Luxembourg n'était pas déjà un paradis fiscal. Nous avons un grand paradis fiscal au milieu de nous-mêmes, qui peut abriter des compagnies comme la holding de la Espírito Santo. Nous avons un système qui est fondé sur le moins-disant juridique, le moins-disant fiscal. Et M. Draghi l'a bien rappelé, c'était pas hier, c'était avant-hier, notre seule variable d'ajustement, c'est le moins-disant salarial. Si ça ne marche pas, si notre truc est complètement cuit, eh bien, on peut toujours quand même baisser les salaires. Voilà. Voilà où en sont ces gens-là.
On essaye de réparer la zone euro. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait éliminer le fait qu'il y ait un paradis fiscal au beau milieu quand même. Ah, ce serait quand même la première chose à faire. Unification fiscale. Si on veut fédéraliser la zone euro, unification fiscale, qu'on ait le même système fiscal au moins dans les 12 pays de la zone euro. Pardon, des 16 ou 17 pays de la zone euro, que ça fonctionne quand même de cette manière-là. Unification du système social, et pas simplement en ramenant tous les salaires à zéro, en essayant de faire survivre un système qui protège les gens contre le fait que le travail est en train de disparaître. Autre chose qu'il faudrait prendre, le taureau par les cornes quand on examine comment fonctionne la zone euro et d'ailleurs l'ensemble des pays du monde, quel est le rapport qui existe encore entre les salaires qui viennent du travail et l'argent qui est récupéré simplement en ayant une rente sur ce que font les machines, comme ont les gens qui ont des dividendes dans les compagnies, comme ont les dirigeants de ces compagnies dont les salaires sont démultipliés par des facteurs extraordinaires, simplement parce qu'on a remplacé les gens par des machines qui ne se plaignent pas, qu'il suffit de huiler un peu de temps en temps. Il faut remettre tout ça à plat. On me dit, pourquoi est-ce que vous écrivez un livre sur Keynes? Oui, ça sert à rien d'écrire un livre sur Keynes pour essayer, je dirais, de promouvoir certaines de ces idées comme le plein emploi. On n'aura plus le plein emploi. Et déjà, je dirais, c'était une des fragilités dans le système qu'il proposait, c'est que c'était fondé sur le plein emploi. Et qu'est-ce qu'il appelait encore le plein emploi? Il était encore incapable de le dire. Le plein emploi, c'était le niveau d'emploi qui fait que les travailleurs se révoltent pas complètement. Voilà, c'est comme ça que c'était défini. Alors, le niveau d'emploi auquel les travailleurs ne se révoltent pas complètement, on ne peut plus l'atteindre. On ne peut plus l'atteindre. On s'est remplacé le travail. On a remplacé le travail manuel par des machines. On a remplacé le travail intellectuel par des logiciels. Il faut poser le problème autrement. Il faut mettre les choses à plat. Il faut mettre à plat ce système fondé uniquement sur une connexion entre des noyaux qui sont constitués de rétroactions positives, c'est-à-dire de choses soumises à l'emballement définitif. Il faut penser à la question du travail, il faut penser à la fragilité de ce système qui peut être bâti uniquement sur des châteaux en Espagne et pas considérer que la seule variable d'ajustement là-dedans, ce sont les salaires des gens qui travaillent encore. Monsieur Draghi, si vous avez un tout petit peu de jugeote, réfléchissez à ce que je dis là. La variable d'ajustement, ça peut pas être le salaire des gens, et pour une raison qui paraît tout à fait évidente et que les mercantilistes savaient déjà à la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes, c'est que si on veut que les marchands soient riches en vendant des choses, il faut qu'il y ait des gens quelque part qui puissent les acheter. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Il y a beaucoup de matière. Je vais arrêter pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Voilà le point réalisé par Paul Jorion. Alors qu'on a la clôture en Europe, bientôt le fixing, 17h32, dans 3 minutes on est revenu quasiment au point d'entrée, donc pas très intéressant cette journée sur les marchés, mais bon, c'est comme ça. Louis XVI qui disait plonge d'eau, me fait chier le dos, allez tous avec moi. Phil qui attend également une baisse de Jones a priori, ça on avait vu. Ok. Alors si vous avez des articles, des vidéos, n'hésitez pas à les partager. Je n'ai pas de commentaires à faire là sur les marchés, il se passe pas grand chose, donc je vais aller chercher de l'info. Et des points de vue en cette fin de semaine. France... Attends. Marché au rebond. Je vous lis les titres qui défilent devant mes yeux pour voir un peu l'ambiance du jour, les discussions et les focus du jour. France sous le dialogue, la discorde, on écoute le point réalisé par
La grande conférence sociale pour l'emploi est censée promouvoir le dialogue social. Mais l'édition 2014 a montré au contraire les difficultés et les limites de l'exercice. Tour d'horizon des sujets abordés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eco TV Week. La troisième édition de la Grande Conférence sociale pour l'emploi s'est tenue cette semaine, les 7 et 8 juillet. Ce rendez-vous annuel a été introduit par François Hollande au tout début de son mandat avec l'idée d'instaurer une nouvelle culture du dialogue social. La vocation de ces conférences sociales est de définir une feuille de route pour les réformes à venir. Les deux précédentes éditions ont ainsi notamment débouché sur le pacte de compétitivité, l'accord sur la sécurisation de l'emploi, une nouvelle réforme des retraites et aussi une réforme de la formation professionnelle. Cette année, dans la continuité des précédentes conférences, les tables rondes ont été consacrées à l'emploi, à l'insertion professionnelle des jeunes, à l'agenda européen, l'investissement, le pouvoir d'achat, la santé et la réforme de l'action publique. Le fil rouge de ces conférences reste l'emploi, dans la mesure où il est toujours et encore plus en fait, au centre des préoccupations en l'absence de progrès manifestes sur ce front. D'où en particulier les annonces qui ont été faites à la fin de la conférence en faveur de l'apprentissage. Mais la particularité de la grand-messe de cette année, en fait, se situe ailleurs. Vitrine du dialogue social, elle a aussi été celle de la discorde. En effet, FO et CGT ont en fait mis à exécution leur menace de boycotter la grande conférence et en fait, les deux syndicats n'ont pas participé aux tables rondes qui se sont tenues la deuxième journée. Ce faisant, les deux syndicats ont souhaité manifester leur désaccord vis-à-vis de l'action du gouvernement, notamment, mais pas seulement, sur le pacte de responsabilité. Leur grief porte également sur le report partiel de l'introduction du compte pénibilité, sur l'assouplissement des nouvelles règles qui encadrent le temps partiel et également sur l'évocation par le Premier ministre Manuel Valls d'une réflexion à venir menée par l'ensemble des partenaires sociaux sur les seuils sociaux et aussi sur la simplification du Code du travail. Ces contestations, ainsi d'ailleurs que toutes les autres qui ont émaillé l'actualité récemment, montrent combien il est difficile d'instaurer un véritable dialogue social en France. Elles montrent aussi la faible portée de l'exercice tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Elles mettent en évidence les limites des accords récents, pourtant conclus justement sous le sceau de ce dialogue social. De plus, ce sont des sujets convenus et plutôt consensuels qui sont en fait retenus à l'ordre du jour des conférences, quand les sujets les plus sensibles sont laissés de côté ou au mieux renvoyés à des discussions ultérieures. En fin de compte, la conclusion qui s'impose, c'est bien de poursuivre les réformes par le dialogue. Mais pour retrouver le chemin de la croissance, le pays doit aussi et d'abord retrouver la confiance. La semaine prochaine, l'actualité conjoncturelle se portera en zone euro sur la production industrielle du mois de mai, au Japon sur la réunion mensuelle de la Banque centrale et aux États-Unis sur les chiffres de juin des ventes au détail et de la production industrielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. C'était réalisé par BNP, 17h37, on a le fixing en France, on va regarder ça du côté de Boursorama. Une journée pas convaincante du tout, on a une petite impulsion, je vais la laisser, si j'ai un point bas je vais le prendre, 0,35% de profit ce jour sur le marché français. On va continuer à prendre de l'info. Ça baisse du côté du câble de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant cette fin de journée, cette fin de semaine plutôt. Je vais aller voir s'il y a peu la publication du... Paris s'offre un léger rebond technique, on écoute le point fondamental à la fin de cette semaine réalisé par monfinancier.com. Moi j'aimerais avoir après le point de vue de Jean-Luc Dussat qui va déjà le point en fin de semaine.
Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, le rebond technique restant assez fragile après la purge de la veille qui a mis donc en danger le seuil technique des 4300 points à Paris. Le CAC lui grappille 0,25% pour naviguer donc autour des 4310 points. Ailleurs, eh bien, Francfort reste à l'équilibre tandis que Milan, qui a particulièrement dévissé la veille, rebondit de 0,7%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, c'est Alstom qui s'empare de la tête du palmarès alors que l'AMF a entériné le dépassement de seuil de 25% de l'État et de Bouygues. Le secteur bancaire lui aussi profite de rachats à bon compte après la purge la veille liée aux craintes sur le secteur bancaire portugais. À l'inverse, on a quand même Crédit Agricole qui reste dans le rouge tandis que les autres banques, elles, sont dans le vert. Saint-Gobain, lanterne rouge, est plombé par une note de Société Générale qui déclasse le dossier d'acheter à conserver en expliquant eh bien, que les chances de bonnes surprises de la part du groupe ont diminué donc pour ces résultats du deuxième trimestre. Après une ouverture dans le vert, Ubisoft redonne désormais du terrain, c'est même la plus forte baisse sur le SBF 120. Ubisoft qui a donc annoncé bien pourtant un chiffre d'affaires record au premier trimestre, bénéficiant du succès commercial de son nouveau jeu Watch Dogs qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Mais c'est Soitec qui signe actuellement la meilleure performance. Soitec qui flambe même à la Bourse de Paris pour le dernier jour de son augmentation de capital qui a été lancée le 26 juin dernier. Et puis à noter également le secteur automobile qui se distingue donc parmi les plus fortes hausses avec notamment eh bien, Montupet et Plastic Omnium donc, qui sont dans le haut du palmarès. Sur le marché d'échange, eh bien, calme plat, un euro qui reste stable par rapport au dollar. On est vraiment à 1,36. Il reste également à l'équilibre par rapport au yen autour des 137,80 yens. Puis à noter que le billet vert, eh bien, lui aussi reste stable face à la devise japonaise. On reste sur les plus bas récents autour des 101,33 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui, elle, après avoir fortement augmenté face à la version au risque, eh bien, elle marque une pause pour s'échanger autour des 1337 dollars l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à mardi. Voilà donc le point réalisé par monfinancier.com. J'ai clôturé ma position intraday à la vente sur le lot avec un profit de 5 points. Très léger en même temps. Est-ce qu'il y avait mieux à faire? Je sais pas trop. Une journée très calme. Ça bouge peu. Voilà. En tout cas, j'allège avant le week-end. Il reste donc 20 $ du point à la vente sur le Dow Jones. Donc toujours un biais vendeur. Et ces positions sont ouvertes depuis le 16 juin. Donc ça date maintenant. Très bonne semaine sur les marchés, on va faire le bilan complet juste après. Mais franchement, je suis content parce que les 2 semaines précédentes n'étaient pas évidentes. Là, cette semaine, je fais quand même un profit de plus de 2% sur l'ensemble de la semaine. Donc c'est une bonne chose, pourvu que ça dure. Et voilà, après moi j'ai un plan précis et sérieux. On voit que quand ça se teint que ça se passe bien. Donc si on a une phase de correction, ça peut être très intéressant. On verra ce qu'il en est. Donc sur la semaine, c'est 2107 € de gains qui ont été clôturés et donc une position en cours qui s'élève actuellement à 2900 € de perte là sur les 2 positions en cours. Donc on est quasiment à l'équilibre si je clôture maintenant les positions. Donc là ça me permet, ce travail là, tout au long de la semaine de vente intraday me permet, tu vois, de finalement, malgré une perte en cours par rapport aux positions qui ont été prises le 16, être à l'équilibre. Donc si on a une phase de correction, ça peut être très intéressant. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt de mon approche notamment. Donc, actuellement une balance à 100 011 € et une équité à 97 007 €. Donc, on va faire le point juste après. Donc du côté de MyFixBook, pas encore pris en compte là mes positions de la journée. Dis-moi Fab, YouTube Live c'est super propre au niveau qualité, image et son, disait Nico. Ouais, je sais pas, moi j'avais testé pendant un moment, mais c'était leur début, c'était pas terrible, pas très bien organisé. Est-ce que c'est bien maintenant, Nico? Daily, stop, plus RSI, plus MACD, disait Phil. Bien revenu, Fab, c'est clair, disait Bébé. Ouais, après, merci. Après, j'applique la même approche que quand ça se passait mal. Après, les marchés font ce qu'ils ont à faire.
C'est binaire les marchés, ça monte ou ça baisse. On va dire, peut-être une autre option, c'est que ça stagne. Phil qui disait... Donc argent XA USD, donc le graphique sur l'argent, on va aller regarder ça du côté de Daily FX, Phil avait partagé. Donc c'est zone de résistance, et zone de support, donc zone de vente et zone d'achat. Et actuellement on est en impulsion. Donc tu maintiens un biais aussi ou tu prends tes bénéfices et tu sors du marché? Et sinon qu'est-ce que tu vises comme seuil, Phil, par rapport à ce graphique? Qualité extra comparé à live stream, tu devrais essayer un jour en test. Ouais, il faut voir. Il faut voir aussi si je peux l'exporter sur le site, puisque moi le business model de mon entreprise c'est de centraliser et de faire en sorte que les gens viennent sur Vidéo Bourse, puisque c'est là que je vends mes publicités. Tiens d'ailleurs, je vous rappelle que Vidéo Bourse est un site entièrement gratuit pour ses utilisateurs et membres. Si c'est entièrement gratuit, eh bien c'est parce que derrière je vends des espaces publicitaires. Aussi, bien, si vous aimez le boulot que je réalise et l'information qui est partagée sur ce site, n'hésitez pas à consulter les courtiers avec qui je travaille, notamment dans le menu de gauche, ceux que vous voyez ici. Les mieux placés sont des courtiers qui prennent des campagnes publicitaires sur videobourse.fr, ou en tout cas qui soutiennent l'activité du site via les partenariats que j'ai avec eux. Donc n'hésitez pas à vous informer sur eux, à les découvrir leurs offres, les tester, etc. C'est une manière de soutenir l'activité du site. Voilà, après ça doit se faire automatiquement et naturellement théoriquement, mais voilà, c'est pour être tout à fait transparent. Bien sûr, c'est une activité à temps plein que je réalise. Derrière, bien sûr, il faut un business model viable et une possibilité de rentabiliser l'audience. Donc voilà, par exemple, en ce moment, celui qui est le plus mis en avant, c'est JFD Brokers, avec qui je travaille maintenant depuis le mois de septembre 2013. Moi-même, je travaille et je trade en réel avec eux. Vous pouvez tester, avoir plus d'informations. XTB également, avec qui je travaille depuis longtemps maintenant. On a découvert leur plateforme notamment trading social l'autre jour. Vous pouvez tester gratuitement. Il y a Anthony Murgo qui est chez eux aussi. N'hésitez pas à tester leurs produits, notamment pour... ils ont un choix assez large de produits, ils sont assez innovants, donc intéressant. Pour ceux qui veulent faire des options binaires, allez chez un courtier sérieux, régulé. Vous avez option web dans le menu de gauche. Active Trades, alors je travaille avec eux depuis des années. Très bon courtier. Donc pareil, n'hésitez pas à les tester. Là, vous avez le comparatif des courtiers si vous voulez voir les différentes caractéristiques des courtiers. Ça on avait vu. Bébé qui nous avait rejoint, donc bonjour à toi. Ouais, un jeu vidéo Watch Dogs qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, c'est énorme. C'est une société française en plus, je crois qu'il fait. Phil qui laissait un lien. Tribu Forex, élargissement, ascendant, angle droit. Voilà, pour ceux qui veulent se renseigner sur cette figure. Et où c'est que tu l'as repéré cette figure? Ah oui, sur l'argent, d'accord. Donc avec les objectifs précisés, etc. Rendez-vous sur Tribu Forex avec le lien qui est partagé. Dans 70% des cas, il y a une sortie baissière. Donc par rapport à l'argent, c'est ça, Phil. On s'en avait vu. Il y a beaucoup d'éléments pour passer à la vente sur l'argent, disait Bébé. Du côté de chez Daily FX, voilà ce que ça donnait l'étude en journalier de l'argent. Donc on avait une dynamique de fond baissière avec des plus de plus en plus bas, des plus bas qui stagnent sur une zone au-dessus d'une zone de support. Donc ouais, actuellement on est work un pic au niveau des indicateurs, je ne sais pas ce qu'il est, mais a priori il anticipe bien les phases de correction. On verra ce qu'il en est. Et en bas c'est le cote, le COT directement sur le graphique. Tiens, c'est pas mal ça. Alors le COT directement sur le graphique, les cotes. Et on voit qu'on a une zone potentiellement de vente. En tout cas, on a des cotes qui indiquent cela. Donc plutôt un signal de vente annoncé par Phil sur l'argent. En hebdo, code plus cote index, d'accord. Merci Phil pour les précisions par rapport aux indices. Alors sur MyFixBook, sur lequel vous pouvez suivre mes résultats, ça y est, c'est pris en compte. Donc voilà les résultats de mon compte. On a 0,13% de plus-value du compte, donc très légèrement négatif, mais proche de l'équilibre, avec une perte de 0,27% en gain absolu, donc c'est-à-dire par rapport au fonds propre, c'est-à-dire au capital, pas en termes de performance, puisqu'au final c'est le capital qui compte. Un tout petit écart. Raison maximale de 6,54%. On a donc un écart toujours entre la balance et l'équité. Ça c'est pas bon, mais voilà. Donc ce jour, un profit net de 31,77€, donc 0,03% de profit. Un trade gagnant. Sur l'ensemble de la semaine, ça fait un profit de 2,28%. Donc très bonne semaine, ça fait plaisir.
2225 € de profit. À cela, il fallait déduire des dividendes qui ont été payés du côté des entreprises américaines, donc ça a été déduit de mon compte, c'est pour ça que j'avais dossé 2100 et quelques tout à l'heure. 421 points de gain, donc c'est vraiment une très bonne semaine, 100% de trade gain sur 8 trades clôturés, donc vraiment belle semaine sur le marché, et si ça peut continuer dans ce sens-là, ça serait génial, on verra la semaine prochaine. Ce mois-ci, c'est un gain de 0,61%, on est passé en traiteur positif sur le mois, 607 € de gain clôturé, 196,30 pips de profit, 75% de trade gain sur 12 trades au total. Donc c'est une bonne période pour le compte. On va voir si ça poursuit dans ce sens-là. On voit que sur l'ensemble de l'activité, ça stagne, ça hésite pour le moment. On verra si j'arrive à choper une bonne tendance, si j'arrive à capitaliser dessus et à la rentabiliser. J'ai bon espoir. Ce sont donc 702 trades qui ont été ouverts depuis l'ouverture du compte et 61% de trade gain pour 39% de trade perdant. Un rachat de profit de 0,99. Gain moyen de 86,57 € pour 136 € de perte moyenne. 6503 € de commission générée pour mon courtier depuis l'ouverture du compte. 3h39 la durée moyenne de mes trades. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, mois de mars, c'est genre positif avec 0,35% de profit. Mois d'avril, moins 3,14%, donc moins négatif. Mois de mai, très bon mois avec 4,15% de profit. Le mois de juin, moins 1,95% et pour le moment 0,61% de profit au mois de juillet. Donc, un compte équilibré qui décolle pas, mais dont la gestion est sérieuse, ce qui fait qu'il n'y a pas de baisse significative non plus par rapport au compte pour le moment. Même un radon de 6,54%. Ok, ça on avait vu. Donc, alors je sais que Full Pips un MyFXBook, donc il a de bons résultats, c'est une stratégie de grid trading, il a eu des moments durs, mais maintenant il est sur une bonne phase. Donc c'est courageux de sa part, vous pouvez aller consulter ses résultats. Je sais plus comment s'appelle son compte. Je vais aller voir je vais aller voir directement en recherche. Full Pips qui est membre sur le forum. Il publie pas mal de comptes différents. Il y en a surtout un que j'ai regardé. Mais voilà, si vous voulez regarder l'ensemble de ces comptes, c'est sur MyFXBook. Voilà, par résultat. C'est du grid trading, vous savez que c'est une approche un peu basée sur de la martingale, des choses comme ça. En tout cas, où il accepte peu la perte. Donc voilà, c'est des approches où il faut prendre ses responsabilités, savoir dans quoi on met les pieds. En tout cas, on a un suivi sérieux et transparent. Comme je dis, il n'y a rien de mieux qu'un suivi de compte. Maintenant, il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire. Le plus connu, MyFXBook, mais tu as aussi Currency qui permet de le faire. Le site de MetaQuotes, tu as MT4i, donc voilà, tu as plein de solutions. Donc si tu veux être transparent, tu l'es maintenant, il n'y a plus trop d'excuses. Surtout si tu trades sous MetaTrader. Tu trades sous d'autres plateformes, tu peux le faire aussi. Oui, je l'ai aussi au contact, repris long, il y a 15 minutes, disait bébé. Swap dans la poche en overweek, disait Nico. No stress bébé. Pas moyen, 104.5 je souffre. Daily, regarde ma support sur les plus bas. US dollar. Ok. Si US dollar explose à la hausse, les précieux font quoi? Je savais pas qu'il existait un autre produit que les options binaires, disait Louis XVI. Bon, ça c'est une connerie, à mon avis, c'est un fake. Dow Jones, FXM, US dollar index, cela sent bon pour la cassure haussière. On va aller voir ça donc sur le dollar index du côté d'Adrien Raymond. Avec une cassure de zone de résistance et pourquoi pas une sortie par le haut d'après la grille de lecture en Ishimoku. Je vais retweeter ça, merci Phil pour le partage. Voilà. Ça on l'avait vu. Brent lui aussi a fait un pullback par contre, disait Nico. Il baisse aussi le Brent Nico. Côté obscur, l'or noir, de l'or noir. Ça on l'avait vu. Option future, pas de binaire, disait Nico. Option égale à 1, disait Louis XVI. Donc on parle des options binaires, non pas des options listées. Mais les autres métaux c'est cher. Qu'est-ce qu'on avait vu? Ok. Bon, je vous souhaite un bon week-end à tous. J'espère que vous avez fait une bonne semaine. N'hésitez pas à faire votre bilan également sur le chat écrit ou même à le poster sur le forum. N'hésitez pas à consulter les différents services que l'on propose, différentes sections du site et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Salut Louis XVI sur le chat audio Mumble.